Et dans l'amélioration continue, il y a ce qu'on appelle les muda en japonais, c'est-à-dire les gaspillages. Il y a 7 gaspillages, je dirais, référenciés. Il y en a un 8e qui est la mauvaise utilisation ou la non-utilisation des compétences. Donc à un moment donné, si la compétence qui est là, elle est mal utilisée, ben, c'est un gaspillage, quoi. C'est un gaspillage pour le collectif, c'est un gaspillage pour la personne. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire Giraudet et je vous propose dans ce podcast d'aller à la rencontre chaque premier mardi du mois de celles et ceux qui insufflent l'esprit de coopération au quotidien dans les collectifs. Je reçois ce mois-ci François Scotti, créateur de l'entreprise La Petite Étincelle, qui accompagne les collectifs dans la mise en place de la coopération pour améliorer la performance. J'ai rencontré François grâce à une connaissance commune au moment où je cherchais à avoir des informations sur le métier de facilitateur. Ce premier entretien avec François, il y a quelques semaines, m'a tellement enthousiasmé et laissé sur ma faim que j'ai voulu l'inviter pour l'entendre encore parler de coopération et vous en faire profiter. Il a conceptualisé les coopérations, une coopération qui prend soin d'abord de chaque partie prenante, puisque comme il le dit dans notre échange, on peut facilement s'oublier dans le collectif. Sa triple casquette de facilitateur, coach et formateur lui permet une approche globale auprès de ses clients et il fait un lien intéressant entre coopération, sens, plaisir, sans oublier efficacité et performance. François est posé, optimiste et ce moment de partage a été très apaisant et m'a redonné de l'espoir alors même que nous avons enregistré cet échange dans les premiers jours de la guerre en Ukraine. François est venu accompagné de son chien Rialto dont vous entendrez les déambulations au début de l'épisode. Il n'a pas été très coopératif pour co-créer avec nous un environnement calme pour le bon déroulement de l'entretien. Peut-être qu'un jour nous pourrons aborder ici la coopération entre espèces, mais c'est un autre sujet. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour François. Bonjour Claire. On va commencer par un petit icebreaker sonore. Voilà, une petite surprise que je réserve à mes invités. Et donc je vais te faire écouter 3 sons. Tu vas me dire celui qui provoque chez toi une émotion particulière ou un souvenir ou quelque chose. Enfin, voilà, celui qui te parle le plus aujourd'hui. D'accord. Eh ben, écoute, le son moi, qui me parle le plus, ça serait le deuxième. Et l'image qui m'est venue, c'est le ramassage de feuilles dans un jardin. Voilà, et ça m'a fait me rappeler combien mon père était doué pour me faire la tondeuse ou autre tâche dans le jardin. Voilà, donc ça m'a fait penser à ça. Voilà, et en même temps, c'était sympa et plus sympa que les deux autres sons. C'est ça. J'ai pensé au train parce que tu as aussi des locaux à Tours. Tu vas te présenter, mais tu as aussi des locaux à Tours. Et donc, du coup, je me disais, voilà, le train, c'est sans doute quelque chose que tu prends régulièrement pour faire tes trajets. Oui. Et je te lance donc une perche pour te présenter. Bah merci. Et bah écoute, moi j'ai une entreprise qui s'appelle La Petite Étincelle, dont la raison d'être, c'est comment fluidifier la coopération en entreprise, comment permettre l'émergence du fait que la coopération est un levier à la fois de performance, mais aussi de vivre ensemble. Et c'est pas incompatible. Et coopération, comment c'est venu? Alors j'ai 48 ans et j'ai notamment une expérience dans un domaine d'activité qui s'appelle la supply chain, dans lequel la coopération est fondamentale. Voilà, on pourra peut-être y revenir. Ça fait partie des questions. En tout cas, c'est venu de là et j'ai tiré le fil à travers un ensemble d'expériences à la fois techniques et relationnelles et des métiers que j'ai appris au fur et à mesure et qui font qu'aujourd'hui la coopération pour moi est quelque chose de fondamental pour l'entreprise et en général pour générer les changements dont on a besoin planétaires, écologiques, humains.
Voilà. Et donc, tu as forcément été témoin, depuis que tu t'es lancé là-dedans, de nombreuses expériences de coopération qui se déroulaient sous tes yeux. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu ressens en général quand tu vois des humains coopérer? Qu'est-ce qui t'anime? Enfin, quel est ton sentiment quand tu es observateur de ça? Ce qui me frappe, c'est la capacité des collectifs, quand ils sont en coopération, à oublier des jeux politiques, à oublier des postures d'ego, de j'ai raison, t'as tort, pour être plus dans on va construire ensemble, parce que le mot coopérer, c'est coopérare, créer une œuvre ensemble, et comment il y a une volonté d'aller vers une construction, et que ça passe par on y va à 4 mains, à 6 mains, à 8 mains, et il y a un plaisir évident à la coopération. Je dirais que ce qui me frappe, c'est qu'il y a un mélange très agréable entre le fait d'être orienté dans l'action, être orienté vers un but, donc un travail, entre guillemets, une construction, je préfère peut-être ce mot de construction, et le fait de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Et les deux, je trouve que c'est assez merveilleux de rencontrer les deux. C'est ce principe d'efficacité et de plaisir. Oui, effectivement, c'est des choses que j'expérimente aussi, moi, dans le bénévolat, mais le plaisir de faire ensemble et d'aller peut-être même plus loin que ce qu'on avait imaginé si on avait travaillé seul dans son coin. C'est-à-dire que le collectif, des fois, amène plus loin que ce qu'on avait imaginé au départ, quoi. Et c'est ça qui fait partie aussi de la beauté de la coopération. Exactement. Tu l'as déjà un peu dit, mais donc si tu avais une définition de la coopération, ce serait laquelle ? Ça serait celle-ci. Ça serait effectivement le fait de dire que coopérer, la coopération, c'est mettre, pour reprendre tes mots, mettre des moyens en commun, mettre ses moyens en commun au nom d'une construction commune. Ce qui pose plein de sujets. Ce qui pose le sujet de qu'est-ce que j'amène, donc un sujet de la place, on pourra y revenir. Donc, quelle est ma place ? La place que je me reconnais et la place qu'on me reconnaît, donc ça va dans les deux sens. Donc ça vient prendre le sujet de la reconnaissance. Ça, c'est un des premiers sujets. Et après, il y a un deuxième sujet qui est le sens. Le sens qui est qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Qu'est-ce qu'on vient construire ensemble ? Et le dernier sujet est le passage à l'action. Donc il y a pour moi 4 niveaux: reconnaissance, sens. Dans reconnaissance, il y en a 2. C'est pour ça que j'en mets 4. Je me disais, il en manque un, il y a un truc qui ne va pas. Et le passage à l'action. Et ce que j'ai remis en ordre, on va dire, dans une méthode que j'ai créée qui s'appelle l'éco-opération. Voilà. On en reparlera. Est-ce que pour toi, il y a une différence parce que c'est vrai que dans ce milieu de la coopération, on entend beaucoup aussi de travail collaboratif. Est-ce que toi, tu fais une différence justement entre le collaboratif et la coopération ? Oui. Il y a même plusieurs niveaux, parce qu'il y a la collaboration, il y a la coordination, il y a la coopération, il y a l'alliance. Il y a plusieurs niveaux de maturité de la coopération. La collaboration, c'est quand on va mettre des personnes ensemble pour réaliser une tâche. Voilà, donc on est dans l'ordre de la réalisation de la tâche. Et donc, il n'y a pas forcément besoin de construire une œuvre ensemble. On collabore. Voilà, donc il y a quelque chose, ok, on va collaborer parce que d'abord, on peut nous demander de collaborer. Donc, il n'y a pas forcément de notion de co-responsabilité dans la collaboration. Les open space, par exemple, c'est je collabore avec toi, on partage un bureau, mais en même temps, voilà, il y a pas forcément la notion je trouve pas la notion de plaisir, pas forcément la notion de sens non plus. C'est un espace, voilà, la collaboration, c'est un espace. Et une fois qu'il y a cet espace-là, comment je l'occupe, qu'est-ce que j'en fais, ça c'est autre chose. Et la coopération permet d'orienter cette notion de construire ensemble, qui à mon avis n'est pas dans la collaboration.
Oui, qui est moins présente dans Moins la présente. Ouais. Ouais. Pareil, donc tu racontais un peu dans ton parcours, mais comment vraiment le sujet de la coopération est venu te rencontrer? Comment c'est devenu quelque chose d'important pour toi? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément? Oui. Alors, donc je vais revenir là-dessus. Bah Donc oui, la tout à fait. supply chain, c'est un domaine d'activité qui n'a pas de traduction en français. Donc c'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué de l'expliquer. Mais c'est comment en fait, dans une chaîne d'approvisionnement d'entreprise, c'est-à-dire je reçois une marchandise, cette marchandise, je vais la stocker, ensuite elle va être utilisée pour être transformée, puis une fois qu'elle est transformée, elle est restockée, puis livrée à un client, etc. Donc il y a plusieurs maillons de la chaîne, donc je peux les regarder de manière indépendante, avec ce qu'on appelle une performance locale. La prod regarde la prod, la logistique regarde la logistique, l'administration des ventes et le commerce regardent le client, on va le dire comme ça, les achats regardent les fournisseurs. Donc chacun peut regarder son petit morceau, et en même temps, il y a une notion de performance globale qui est forcément transversale, et qui vient chercher quoi? La collaboration à un certain niveau, la coordination à un autre, et la coopération si vraiment il y a une volonté d'aller chercher une performance une performance globale qui est plus que la somme des performances locales. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir cette intelligence collective qui fait que je vais aller regarder à l'interface entre chaque maillon, entre l'approvisionnement et la production, par exemple. Et là, il y a besoin de savoir pourquoi je bosse. Voilà. Donc, on peut simplement être dans un niveau de coordination. Donc, la coordination, c'est de se dire, il y a une relation client-fournisseur. Je fais une chose et je te la délivre. C'est un peu le mode relais, en fait. Et puis, il y a la coopération où je vais me poser dans des rituels, notamment. Et puis, je vais être vraiment dans l'entraide et je ne vais pas négocier le fait que la personne à l'amont ou à l'aval me demande de l'aide. Je suis dans l'entraide parce que je suis dans la coopération et que je sais qu'on bosse pour un niveau plus élevé qui est construire ensemble le fait d'avoir une entreprise qui fonctionne, mais ça peut aller au-delà. C'est-à-dire, je crois en ce que je suis en train de faire et j'ai envie de satisfaire un client, par exemple. Donc la construction ensemble, ça peut être la satisfaction du client par rapport à un produit que j'aime, que j'ai envie de délivrer au client. Et donc tout ça, je vais coopérer parce que ça me plaît, ça m'habite et j'ai envie de le faire ensemble. Voilà. Et donc effectivement, tu parlais dans ton approche via la petite étincelle d'éco-coopération. Oui, d'éco-opération. d'éco-opération. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça regroupe quoi comme dimension? Alors ça regroupe les dimensions. Donc c'est éco-opération, c'est un néologisme qui est en fait la synthèse de éco et de coopération. Et alors, éco, ça peut renvoyer à la notion d'écologie. Alors, ça renvoie, mais partiellement. Éco, en grec, ça vient de oikos, qui veut dire maison. Et ce que j'ai noté, c'est que quand on était dans un collectif, y compris dans un mode coopératif, on pouvait s'oublier. Nous pouvions nous oublier, je pouvais m'oublier. Et du coup, je vais aller mettre des moyens parce que j'ai pris un engagement qui peuvent aller au-delà de mes propres capacités. Et du coup, il peut y avoir des burn-out ou sans aller sur le burn-out, il peut y avoir un défaut de capacité, y compris quand je fais quelque chose qui, sur le papier, me plaît. Voilà. Et donc, il y a une première étape qui est importante, c'est pour ça que reconnaissance, sens et passage à l'action. La première chose, c'est une question de place. Quelle est ma place? Au sens, qu'est-ce que j'ai envie de donner au collectif? Qu'est-ce que aussi j'ai envie de recevoir? Ça va dans les deux sens. Quelle est la place de l'autre? Et après, on vient sur le sens et on vient sur l'action. Mais il y a d'abord une première réflexion sur quelles sont les ressources, et c'est là où ça vient sur l'écologie, quelles sont les ressources que je vais mettre à disposition et comment je suis en écologie personnelle par rapport aux ressources que je vais mettre au profit du collectif.
Et ma croyance, c'est que l'écologie et le respect des ressources planétaires, elle ne peut se faire que s'il y a une première réflexion sur le respect de mes propres ressources. Alors, si je ne suis pas capable de m'occuper de mes ressources et que je ne fais pas attention à l'autre qui a aussi ses propres ressources, comment je peux faire attention à quelque chose qui est encore plus en dehors de moi, qui est la planète, les animaux, voilà. Tout à fait. Et j'ai envie de rebondir sur, parce que la coopération, ça fait référence à un des principes de la permaculture, qui est l'interdépendance. Et du coup, c'est le principe 12, édicté par David Holmgren, Oui. intégrer plutôt que séparer. Oui. Et il est noté aussi qu'il faut mettre, dans ce principe, il dit qu'il faut mettre les bons éléments au bon endroit. Et effectivement, ça me fait penser à ça, parce que si on n'a pas identifié si on est au bon endroit, au bon moment, etc., c'est difficile de coopérer. Et donc, c'est important de partir effectivement des besoins de l'individu avant de mettre en place une coopération. Et ce qui m'interroge, c'est est-ce qu'on peut quand même, notamment dans des entreprises où les salariés n'ont pas forcément envie, n'expriment pas forcément le besoin de coopérer, est-ce qu'on peut faire quand même coopérer des gens qui n'ont pas choisi de coopérer? Comment tu t'abordes cette problématique? La première chose, c'est justement d'être dans un mode d'interrogation sur la raison d'être du collectif. Parce que j'ai eu des cas comme ça, où effectivement il y avait, je prends l'exemple d'une direction RH, donc une équipe RH, avec chacun des tâches très différentes. Et du coup, à un moment donné, qu'est-ce qu'on vient faire ensemble, quoi. Donc, on fait partie du même département, et en même temps, j'ai pas l'impression qu'on ait grand-chose à partager. Ok. Donc, on est parti de ça au départ, dans le coaching collectif. Ce que j'ai commencé à faire, alors ça aurait pu être autre chose, mais on a travaillé en mode co-développement. Et donc l'idée, c'était un partage d'une problématique par ce qu'on appelle un client en co-développement. Et cette personne-là, elle a posé sa problématique. Les autres personnes du collectif ont agi en tant que consultants, selon les mots du co-développement. Et il y a des solutions qui ont commencé à émerger. Et quand on a commencé à tirer en fait le fil de tout ça, donc en phase de débriefing, les personnes autour ont dit mais oui, mais effectivement, on a quand même des points en commun, et ça vaut le coup de faire ces rituels, et ça vaut le coup de travailler ensemble. Et ils ont réussi à trouver une raison d'être que je ne vais pas exprimer ici, mais ils ont trouvé une raison d'être qui fait que oui, c'est un département, oui, il y a une vraie coopération à les trouver. Le déclencheur, ça a été le co-développement, ça aurait pu être autre chose. Et donc, il y a cette phase à un moment donné qui peut être la phase 0 de la coopération, de les coopérations, c'est une phase de je ralentis, arrêt sur image. Effectivement, qu'est-ce qu'on a à faire ensemble? Et la réponse, ça peut être on n'a rien à faire ensemble. Et c'est entendable. Et c'est entendable. Et c'est plus qu'entendable, c'est à écouter, et à un moment donné, il y a une prise de décision à avoir qui est pas facile, mais de se dire finalement ma place, est-ce qu'elle est bien là, et si elle n'est pas là, l'entreprise et la personne, ce qui ne veut pas dire un licenciement, mais il y a plein d'autres manières d'utiliser des compétences. Il y a un domaine qui m'intéresse beaucoup, qui est l'amélioration continue aussi. Et dans l'amélioration continue, il y a ce qu'on appelle les muda en japonais, c'est-à-dire les gaspillages. Il y a 7 gaspillages, je dirais, référenciés. Il y en a un 8e qui est la mauvaise utilisation ou la non-utilisation des compétences. Donc à un moment donné, si la compétence qui est là, elle est mal utilisée, c'est un gaspillage, quoi. C'est un gaspillage pour le collectif, c'est un gaspillage pour la personne. Donc comment je traite ça pour faire en sorte que l'utilisation
soit faite de la meilleure manière possible de l'énergie et de ce qu'a la personne à offrir et ce que le collectif a à offrir. Dans une perspective, je reviens à la performance, Oui. dans la perspective d'être effectivement, d'aller chercher à réduire ces gaspillages pour atteindre une performance collective importante, plus importante et progressive. Oui. Okay. Alors les Beauvillards, qui sont des deux personnes qui ont créé l'Instercop, j'espère que je le dis bien, si je le dis mal, j'espère qu'ils me pardonneront. On le corrigera dans les notes de l'épisode. Parle même de coopération inconditionnelle. C'est-à-dire que souvent en organisation, et on dit, ce qui est posé, c'est l'objectif, c'est d'être performant, et la coopération va être un moyen d'atteindre cette performance. Eux, ils renversent le truc en disant, non, il y a la coopération inconditionnelle, je suis dans la coopération, et la performance est une conséquence du fait de se mettre en coopération. Mais la coopération est plus importante que le fait d'être performant en tant que tel. Oui, la coopération, l'expérience de la coopération est plus importante que le résultat qui est la performance. Voilà, la performance est un des résultats, mais il y en a plein d'autres. Oui, parce que la performance, ça peut être perçu un peu comme péjoratif, ça peut... Pour certains, ça peut prendre des valeurs très libéralistes, plus d'argent, plus de résultats, plus de chiffres. Mais finalement, j'ai l'impression que quand on parle de coopération et de performance, que ça regroupe plein d'autres choses, en fait, cette performance. Est-ce que tu peux nous dire ce que toi, tu y vois dans le mot performance ? Dans la performance, il y a on rejoint la notion d'objectif, c'est-à-dire au nom de quoi ou pourquoi je suis performant. Et ça va dépendre de ça. C'est-à-dire que si la performance, il y a un objectif, et cet objectif-là, il est écologique, donc il reprend plein d'autres choses. Voilà. Tu parlais de permaculture. Il y a une entreprise qui s'appelle Norcis, qui en a fait une méthode qui s'appelle la perma-entreprise, et qui reprend les bien fondés de la permaculture dans cette méthodologie de perma-entreprise. Et donc, c'est comment l'objectif, s'il est écologique, la performance qui est derrière, elle est forcément bonne. Si par contre, l'objectif qui est fixé, il ne l'est pas, il y a de fortes chances que la performance soit destructrice. Ouais, peut-être mieux. Voilà, donc la performance, elle peut être super bonne et elle peut ne pas l'être. Ça dépend de l'objectif qu'on fixe derrière. De la vision un peu, parce que quand on entend dans ce que tu expliquais, la phase 0, de voir pourquoi on est là, à quoi sert le collectif, c'est définir une vision en fait qui réunit tout le monde. Et donc la performance, ça vient dire ok, on a atteint cette vision, ou en tout cas on s'y approche. Ou alors, on n'est pas du tout dans la performance et on s'éloigne très, très fortement de la vision et de l'objectif, quoi. C'est un peu ça l'idée de performance, c'est de relier du coup au sens pourquoi on est là et quel est l'objectif de ce collectif et qu'est-ce qu'on décide de construire ensemble. C'est comme ça que tu vois la performance. Je le remettrais sur un principe d'efficacité, c'est-à-dire que par rapport à un objectif, on atteint une performance parce qu'on est efficace. Voilà. Et donc, la coopération permet cette efficacité collective. Donc, il y a plusieurs niveaux. C'est forcément systémique. On pourra peut-être y revenir. Mais donc, ça prend plusieurs composants. Et c'est vrai que la performance n'est pas négative en soi. Comme l'argent n'est pas un gros mot. Je discutais avec mon superviseur, parce que je suis également coach, donc on est supervisé comme un thérapeute, pour éviter de faire bobo à nos clients, parce que ça peut arriver. Et nous parlions de l'argent. Et il me disait, tiens, argent, tu pourrais le lire en 2 mots. Art, A-R-T, et Jean. Donc c'est comment finalement être dans une dimension qui est une dimension d'élégance, artistique, voilà, pour les gens. Donc c'est un moyen, l'argent. C'est pas une fin en soi, comme la performance d'ailleurs. La performance n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour atteindre quelque chose, pour atteindre un objectif.
On reviendra peut-être sur le systémique, enfin sur l'approche systémique après. Vous appréciez cet épisode ? Alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode autour de vous si vous pensez qu'il peut intéresser quelqu'une ou quelqu'un de votre entourage. Vous m'aiderez ainsi à diffuser plus largement encore l'esprit de coopération, et pour cela, un grand merci. J'avais envie aussi de t'interroger, parce que tu as partagé récemment sur le réseau LinkedIn tout ce qui concernait les problématiques d'alignement des valeurs de certains collaborateurs avec ce qu'on leur demandait en entreprise. Et donc, j'aimerais bien t'écouter là-dessus, sur comment la coopération, justement, peut résoudre ces problématiques. Pareil aussi avec les problématiques des femmes, sur l'équilibre professionnel, personnel, la charge mentale et logistique parfois qui pèse sur les femmes. Voilà, j'aimerais bien t'écouter là-dessus, sur comment la coopération peut apporter quelque chose justement dans les collectifs. Alors l'article que j'avais écrit, c'était effectivement sur les injonctions paradoxales, c'est-à-dire de dire à un moment donné l'entreprise peut demander des choses à raison, au nom d'une performance, au nom de l'atteinte d'un chiffre d'affaires, de la satisfaction d'un client. Il y a plein de choses qui peuvent venir. Et il y a également tout ce qu'on vit qui s'est exacerbé depuis un certain temps, la pandémie, on peut parler de la guerre ukrainienne, on peut parler de l'écologie, enfin il y a plein de choses qui nous tombent dessus, qui sont des gros sujets, et ça vient se heurter tout ça. Je prends un exemple qui vaut ce qui vaut. Une personne qui travaille à l'international, qui doit aller se déplacer en Italie ou que sais-je, qui doit prendre l'avion, elle n'a pas d'autre choix, et ça vient heurter des convictions écologiques qui sont que prendre l'avion pour elle, il y a un bilan carbone qui est lourd, c'est compliqué quoi. Une autre personne qui va, une femme qui est chef d'équipe, à qui on demande de ne pas faire de télétravail parce qu'elle a une équipe à gérer, et en même temps il y a la problématique des enfants qui ont le Covid, ou de moments pour elle qu'elle aimerait avoir, parce que il y a un moment où ça fait du bien d'être en télétravail, ça permet de pas se déplacer, donc il y a plein d'avantages qui sont là aussi sur le travail. Donc il y a des injonctions paradoxales. Et en fait, l'idée, c'est de venir prendre ces éléments-là comme n'étant pas extérieurs à l'organisation qu'est l'entreprise, mais comme faisant partie de l'entreprise, et comment arriver à trouver un alignement entre des choses qui paraissent complètement éloignées, donc sphère perso, sphère pro, avec des choses qui ont l'air de pas forcément bien cohabiter, et comment finalement le collectif est un relais pour accueillir ça. Et la première chose que le collectif peut faire, c'est être dans l'écoute de ça. Dans les coachings collectifs ou individuels que je peux être amené à faire, il y a une première phase qui fait partie du prendre soin, en fait, qui est une phase d'écoute. Et la coopération, c'est déjà cette première chose qui paraît très bête, très basique, qui est répétée maintenant à longueur de temps sur les soft skills, l'écoute active, ok. Derrière les mots, il y a une vraie réalité qui est la première chose, j'ai besoin d'être écouté là-dessus, parce que pour moi c'est compliqué. Et une fois que cette écoute-là, elle est faite et que c'est entendu, il y a plein de moyens possibles de faire cohabiter ces deux choses. Mais il y a un premier élément dans le cadre de la coopération qui est un élément de protection. Et cet élément de protection, c'est comment je facilite la vie de mes coéquipiers, comment je me facilite la vie, parce que si cet élément de protection-là, il n'est pas là, c'est-à-dire que déjà, le premier élément de protection, c'est que je peux parler. Voilà, la protection, c'est et la permission qui vient avec. C'est-à-dire la première protection, c'est que il y a un support sur
le fait qu'il y a des moyens qui vont être trouvés pour m'aider à ça. Donc, premier élément de protection, c'est, si je reprends l'exemple de la chef d'équipe, c'est à un moment donné, comment trouver le moyen pour qu'il y ait bien un jour de télétravail par semaine qui puisse être octroyé, parce que ça permet un premier niveau de protection sur ok, donc là j'ai un premier niveau où je vais pouvoir m'occuper de mes enfants, où je vais pouvoir me poser, je vais pouvoir travailler aussi, ok, mais différemment. Donc ça c'est une protection qui est donnée. Et à partir de là, y a un deuxième élément qui est un élément de permission, c'est-à-dire que je vais oser demander de l'aide, on va changer un peu les règles du jeu au bénéfice du collectif pour une meilleure coopération et puis au final pour un objectif qui est rempli, une performance, voilà. Oui, donc du coup, je rebondis sur l'approche systémique, parce que voilà, le collectif, c'est un système. Et donc toi, tu me disais que tu avais une approche systémique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement en quoi consiste cette approche ? Alors, quand on dit approche systémique, après, il y a plein de courants différents qui existent. Il y a l'approche systémique stratégique, coopérative, donc il y en a plusieurs. Et l'approche systémique est née autour d'une expérience assez unique, qui est l'expérience de l'école de Palo Alto, où on a mis plein alors que ce soit des psychiatres, des sociologues, des cybernéticiens, etc. On les a tous mis ensemble, enfin ils se sont mis ensemble, hein. Ils ont croisé leur savoir pour avoir une vue plurielle du champ thérapeutique au départ, autour de ce qui a été ensuite, qui est né, qui est la thérapie familiale. Et donc, les outils de la systémie ont quand même été beaucoup utilisés au départ autour de cette logique de thérapie familiale. La famille est un collectif. Voilà. Et quel collectif ? Quel sujet ? Quel sujet ? Et donc, du coup, une des premières choses qui a été un des fondements de la systémie, c'est de dire que ce n'est pas la personne qui fait problème, c'est l'amélioration de la relation et le regard sur son système relationnel qui va permettre une posture différente, une amélioration de la relation. Et c'est cette amélioration de la relation qui va permettre le changement. Et là, on est dans un autre champ que j'explore, qui est l'accompagnement au changement. C'est comment le changement se fait, que ça soit à travers du coaching, du conseil, de la formation, de la facilitation, de la thérapie. Parce que je ne suis pas thérapeute, pas encore. Voilà. Et donc la systémie, c'est comment je regarde, comment j'ai un regard sur ce système, comment la personne a un regard sur ce système. On va éclairer un certain nombre de niveaux de ce système-là pour regarder comment le changement de posture peut avoir une sorte d'effet domino. Comment cet effet domino va permettre que les choses se fassent. Et donc pas dans une logique le problème c'est toi, mais c'est l'amélioration de la relation. Donc c'est forcément entre deux personnes ou plusieurs personnes, et donc le but du jeu c'est l'amélioration de la relation. C'est comment je travaille sur la relation étant presque une entité à part entière, quoi. Oui, ça me fait penser, moi je me forme à la communication non violente, et c'est bien ça, c'est comment je prends soin de la relation dans ma communication, pour que chaque personne grandisse et puis se rejoigne, quoi. C'est un peu l'idée, et comment du coup prendre soin de la relation permet aussi de prendre soin des uns et des autres. Et je suis assez on entend beaucoup, oui, il faut se changer soi-même pour changer le monde, mais je pense qu'il y a aussi cette question si on change un peu le collectif et la façon de fonctionner, enfin du système, hein, comment fonctionne le système, les individus aussi pourront changer et avoir un accueil et une configuration qui leur permet de se changer. Je pense que ça marche des deux côtés, en fait. Ça marche des deux côtés, et puis y a tout le champ du développement personnel, mais qui appartient à la personne. Et ma conviction, c'est que ça lui appartient, et qu'en plus, il n'est pas nécessaire que la personne, je prends un exemple, une personne introvertie, lui demander d'être extraverti et de prétendre que l'extraversion, donc savoir prendre la parole, c'est une norme et c'est important en soi. Ben non.
C'est à un moment donné plus comment une personne introvertie et extravertie vont trouver les moyens de dialoguer ensemble, d'interagir ensemble, dans le respect de l'un et de l'autre. Dans une prise de conscience que, ok, donc tu es introverti ou je suis introverti et vice-versa, comme en étant extraverti, je vais quand même laisser la place à la parole de l'autre, tout en restant extraverti, c'est-à-dire, bah oui, je prends la parole facilement. Bah, ok, bah, c'est comme ça, et c'est pas mal. Et comment la personne introvertie va, à un moment donné, trouver sa place. On revient à cette notion de place, c'est-à-dire, à un moment donné, quand ce sera le bon moment pour elle, elle va verbaliser sa parole. Donc c'est forcément dans un dialogue. Voilà. Et dans la co-construction d'une relation. Co-construction d'une relation. Qui convient à chaque personne qui compose cette relation, quoi. Et s'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de coopération. Donc c'est le premier niveau, c'est ça. Donc ça demande autre chose, ça demande aussi donc forcément du temps, et ça demande de la disponibilité. Donc ça demande des moments dans lesquels on crée ce moment de disponibilité à travers voilà, des rituels. Ce qui est difficile en entreprise, de trouver des moments, et en même temps, s'il n'y a pas la construction de cette relation, ça a très peu de chances de fonctionner. Ça fonctionnera en mode fais ceci, fais cela, mais ça ne fonctionnera pas en mode co-construction. Oui, tu dis prendre son temps. On peut entendre parfois un peu comme frein à la coopération, oui, mais toutes ces réunions, tous ces ateliers, ça prend du temps, on perd du temps. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ces gens qui disent oh là là, ouais, on peut perdre un peu de temps dans ces trucs-là. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je te donnerai un exemple d'un comité de direction d'entreprise sur lequel on avait commencé à mettre un processus en place. Et le patron de l'entreprise m'appelle et me dit François, ton truc là, c'est bien, mais tu sais, là, on est en train de voter des investissements de millions d'euros. On a autre chose à faire que de jouer. Je dis ok, j'entends ce que tu me dis. Ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est quand même de prendre la demi-heure qui va bien en collectif ensemble et de prendre ce temps-là, même si pour toi, vous êtes dans une situation de crise, de voir comment, même dans une situation de crise et surtout dans une situation de crise, prendre ce temps-là d'arrêt sur image, de travailler, enfin de vous mettre ensemble de manière différente, ne peut pas permettre de résoudre ce que tu es en train de me dire de manière plus simple. Est-ce que tu veux bien accepter de prendre la demi-heure sur le jeu que je t'ai proposé? Il dit ok. Donc il l'a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc le CODIR a pris la demi-heure un lundi matin, donc on a regardé le timing un lundi matin, donc retour de congé, pas de congé, retour de week-end, donc pas encore la tête dedans, complètement la tête dans le guidon. Et il y a eu le jeu. Donc au début, il y a eu des postures, genre qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Et puis finalement, il y a eu, ça s'est décrispé, les gens ont commencé à se marrer, et ils ont pris une demi-heure où ils ont pris du plaisir, où ils ont joué en se demandant finalement est-ce que c'est lié au travail. Donc c'est pas lié directement au travail, mais ça permet de regarder la relation différemment. Donc forcément, comme je construis la relation, si j'ai besoin de demander à Pierre-Paul Jacques quelque chose, comme la relation est construite, il le fera. Et ils se sont construits un rituel soupape. C'est-à-dire que ce moment-là, ça a été un moment pour eux, pour démarrer la semaine de manière différente. Et du coup, ils sont apprivoisés pendant une demi-heure. Tu vois, une demi-heure, c'est pas grand-chose. Ils ont répété. Donc au début, c'est le boss qui était l'animateur de cette séance-là. Et puis après, le dispositif a évolué dans un dispositif où
l'animation s'est faite par un binôme. Donc en faisant ce binôme-là, bon, ça décharge le manager et ça permet au binôme de mieux se connaître. Et en fait, on se rend compte que on se connaît pas forcément très bien finalement, puisque chacun bosse dans son silo en fait. Donc ils ont commencé à apprendre à se connaître. De là, forcément, ils apprennent à se connaître. Donc ils ont échangé encore un peu plus sur leurs problématiques. Donc au lieu de rester dans des problématiques silo et chacun avec sa bouse et sa difficulté à gérer, finalement, tiens, j'ai tel problème, qu'est-ce que t'en penses? Et puis donc l'échange s'est créé. Et donc au fur et à mesure, ils ont compris que il y a quelque chose qui était en train de venir et que il y a de l'entraide qui était en train de se faire et que les jeux qu'on proposait qui paraissaient a priori complètement à des niveaux stratosphériques ou complètement différents de l'environnement opérationnel, évidemment que ça a trait à l'opérationnel, puisque la relation est un des fondements pour pouvoir travailler, pour travailler bien ensemble. Donc ils ont continué, puis voilà, et puis ça s'est fait, et puis ça s'est enclenché, et puis d'une demi-heure, il s'est passé à 1 heure toutes les semaines, et puis cette heure toutes les semaines, ils veulent pas la sacrifier, quoi. Ouais. C'est encore une question de prendre soin, quoi. Prendre soin de ses équipes, c'est pas juste mettre un baby-foot ou des chèques vacances ou des choses comme ça en place. Ça participe, mais c'est aussi avoir des bulles, des moments de soins du collectif dont ce que tu décris fait partie. Oui, et expérimenter ce qu'on disait au début de notre entretien, c'est que ce qu'il y a de fantastique quand les collectifs coopèrent, c'est qu'il y a à la fois le fait d'être efficace et de prendre du plaisir. Voilà, si on n'est que dans l'efficacité, il n'y a pas de plaisir. Donc, ok, on est efficace, super. Mais en même temps, la motivation à un moment donné, sauf pour les travaillomanes, il y en a, hein. Mais il y a quelque chose qui s'abîme. À un moment donné, et puis après ça s'abîme. Et puis comme il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'échange. Et comme il n'y a pas d'échange, on est isolé. Comme on est isolé, il y a des risques que ça casse, ça explose. C'est ça. J'ai envie, du coup, là on va bientôt arriver à la fin de notre échange. J'ai posé la question à tous mes invités, mais je te la repose. Est-ce que tu crois qu'il existe, je ne suis pas certaine de la réponse, une recette? Quelle serait la recette, les ingrédients pour que des humains coopèrent? On a déjà un peu parlé au fur et à mesure dans cet échange, mais si on faisait un peu une synthèse de la recette ou des ingrédients, des composants pour que la coopération prenne dans un collectif. Ok. Alors, ça me fait penser à l'entreprise libérée, l'entreprise agile, où j'ai eu, il y a 4 mois, une chef d'entreprise qui me dit, voilà, je veux mettre en place l'entreprise libérée dans mon entreprise. Et je lui réponds, ça marche pas, l'entreprise libérée. Elle me dit, si, quand même. Il y a des bouquins sur le sujet. Je dis même, Isaac Getz dit, ça marche pas. C'est un des pères fondateurs de l'entreprise libérée. Il dit, ça marche pas. Et en fait, alors c'est un peu provocateur, mais il n'y a pas de recette, en fait. Parce que la première chose, c'est de se poser. Si on a une, ça serait déjà de commencer à se poser et de commencer à se dire, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, en fait. Ça paraît tout bête, mais il y a un arrêt système où, à un moment donné, c'est qu'est-ce qui... donc, je recommence sur qu'est-ce qui fait sens pour moi? Donc, quelle est ma place? Il y a un autre, comment j'accueille l'autre? Et qu'est-ce qui fait sens pour lui? Donc, le dialogue s'installe. Et une fois que la relation est créée, c'est quoi le sens de notre co-construction? Et le dernier élément qu'on oublie, c'est le passage à l'action, parce que sinon, on reste dans de la conceptualisation. Et le passage à l'action, il passe par des rituels, par des coachings collectifs, par plein de choses. Mais il y a un moment donné, l'installation de rituels, en tout cas, elle est fondamentale. On peut employer un autre mot qui est le processus. Quel est le processus coopératif qu'on va mettre en place? Qui vient à l'intérieur d'une organisation qui est déjà faite. Donc, la question qui se pose, c'est, tu parlais de réunions, mais quels sont c'est certain qu'il y a à un moment donné
une kyrielle de réunions. Est-ce que toutes les réunions sont importantes? Et auquel cas, se pose la question de qu'est-ce que, pour mettre du nouveau, pour que du nouveau prenne, de quoi je fais le deuil? Qu'est-ce que j'enlève, quoi? Donc forcément, il y a encore une fois une question de place. Quelle est la place que je donne? La place que je prends, la place qu'on me donne, la place qu'on se donne, quoi. Et du coup, et quels sont les principaux, vraiment le truc qui peut faire échouer une coopération? On le devine hein, dans tes propos, mais le truc qui pourrait faire capoter complètement une coopération, est-ce que c'est... Voilà, j'imagine que la réponse est dans la relation, mais je te laisse... Oui, et du coup, dans la disponibilité. La disponibilité, ça veut pas forcément dire un temps long. La disponibilité, ça veut dire que quand l'autre me demande quelque chose, la première chose, c'est de lui donner du temps. Alors, quand j'étais en organisation, le truc que je faisais pour me donner bonne conscience, c'était pas comme ça que c'était posé, je suis méchant avec moi-même, mais je laissais ma porte ouverte. Donc laisser ma porte ouverte, c'est de dire si vous avez besoin, vous venez me voir, etc. Ça marche pas forcément ça, parce qu'il y a des personnes qui vont oser venir et d'autres qui vont pas oser venir. Donc il y a une chose qui est, il y a donc ceux qui vont oser, et donc là je prends le temps pour les accueillir, et puis en même temps il y a autre chose, c'est-à-dire prendre le temps moi d'aller voir les uns et les autres, et de prendre cette disponibilité-là pour créer la relation, demander comment ça va, m'enquérir du problème. Et à un moment donné, on revient sur ces principes de passage à l'action, c'est-à-dire que si ça reste conceptuel, et je ne suis pas vraiment dans l'entraide, c'est-à-dire que je fais comme si j'allais t'aider, mais finalement on ne va pas démerder le truc ensemble, là aussi ça ne marche pas, parce qu'il y a un élément quand même fondamental, c'est la confiance. Alors... Il y a un principe qui dit la confiance, ça se mérite. Moi, je pense que la confiance, elle se donne inconditionnellement comme la coopération, et qu'après on se confronte sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui joue. Puis à un moment donné, il peut y avoir des relations. Ça existe les relations toxiques aussi, hein, ça peut exister. En même temps, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Donc ça vaut le coup. Voilà, je dirais que ça vaut le coup de donner sa confiance a priori, de donner de la disponibilité et être dans l'entraide comme ciment de la coopération. Avec donc l'entraide est un mode au nom d'une co-construction. Est-ce qu'il y a une lecture déclic pour toi dans le sujet de la coopération, un truc que tu as lu et qui a été un élément déclic, ou alors un livre que tu conseilles sur ce sujet? Alors, un livre déclic, ça a été L'entraide, l'autre loi de la jungle de Gauthier Chapelle et Pablo Servigné, puisque c'est extrêmement bien documenté. Donc, ça, c'est un premier élément que je recommanderais. Après, sur la partie systémique, il y a un livre qui n'est pas directement lié à la coopération, mais finalement, il est très drôle. C'est Comment réussir à échouer de Paul Vaclavic. Voilà, donc c'est deux livres comme ça qui me viennent. J'ai pas réfléchi au sujet, non, donc mais... voilà. Mais ce sont ces deux livres-là. Et après, il y en a plein d'autres. Oui, il y en a un, on n'a pas parlé de réseau apprenant. Ça, c'est très intéressant aussi sur comment savoir apprendre ensemble. Parce qu'en fait, dans la coopération, il y a aussi le fait qu'on apprend les uns des autres. Et que savoir apprendre, c'est un levier de coopération très fort, et puis c'est un levier de performance, puis c'est une richesse monumentale. Et du coup, Peter Senge, La 5e discipline,
qui parle de systémie, mais qui parle aussi de supply chain. Voilà, donc ça, c'est très rigolo. Et il y a toute la logique d'entreprise apprenante avec 5 leviers. Donc voilà. Et je fais aussi un parallèle du coup avec mon premier épisode où j'ai interrogé un facilitateur qui utilise beaucoup la ludopédagogie sur le fait et qui travaille aussi beaucoup avec les enseignants pour apporter de la coopération dans les écoles, pour montrer que l'apprentissage par la coopération aussi c'est extrêmement intéressant, donc ça fait le lien. Ça fait le lien. Et donc on va conclure, et pour ça je te propose de répondre, je vais te poser 2 questions, tu vas en choisir une auquel tu vas répondre. Alors la première, c'est que retiens-tu de notre échange et avec quoi repars-tu? Donc ça, c'est la première possibilité. La seconde, c'est quel est le prochain petit pas que tu souhaiterais faire pour plus de coopération dans un des collectifs auxquels tu appartiens? Tu as quelques instants pour réfléchir. Alors, collectif auquel j'appartiens moi. Ouais. Alors, ce que je retiens, merci beaucoup. Ce que je retiens, c'est que... alors, je retiens déjà ta posture à toi. Merci. Et le fait que tu es vraiment animé par une vraie curiosité, une vraie envie de comprendre, d'apprendre et de voilà, livrer des pistes, d'enrichir un système coopératif. Donc ça, merci beaucoup pour ça. Donc je pars avec ça, je pars avec l'atout. Je suis vraiment désolé pour les auditeurs. Il y a un livre qui me revient aussi et qui est Le Petit Prince. Et ce moment entre le renard et le petit prince, et le renard qui livre son secret au petit prince en disant « on ne connaît bien que ce que l'on apprivoise ». Et ce que je retiens pour mes collectifs, c'est ce temps-là de disponibilité, c'est un temps pour s'apprivoiser. Et s'apprivoiser, c'est un des fondements aussi, je pense, de la coopération. Donc merci, parce que j'ai tricoté autour de ça, et puis ce mot « apprivoiser », voilà, la relation, c'est s'apprivoiser, quoi. La coopération, c'est s'apprivoiser et découvrir qu'il n'y a pas une vérité, il n'y a pas la tienne, il n'y a pas la mienne, il y a une vérité qu'on co-construit, et le fait que on avance mieux ensemble, et c'est plus plaisant. Eh bien, merci François pour ta participation et tout ce que tu nous as transmis. Merci beaucoup. Merci à mon invité pour son partage. Et merci à vous pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un chouette moment en écoutant cet épisode et que cet échange vous a donné envie d'insuffler à votre tour davantage de coopération autour de vous. À bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.